Alors la question des vaccins. Le vaccin est un médicament. Donc comme tous les médicaments, il y a les effets secondaires. Le nombre de morts liés au vaccin par rapport au nombre de gens qu'on sauve, c'est sans commune mesure. Est-ce qu'on joue collectif ou est-ce qu'on joue individuel? Le refus des vaccins, c'est le monde libéral avec l'hyper-individualisme et c'est l'absence de traitement politique de la question. Et on en revient à Big Pharma. Parce que pourquoi il y a cette suspicion légitime vis-à-vis des vaccins? C'est parce que les laboratoires pharmaceutiques nous vendent des vaccins de merde. Parce que pour produire des vaccins sans aluminium, ça coûte du pognon. Et la rentabilité est moindre. Un vaccin où il n'y a pas d'aluminium et qui pose aucun problème en termes de fiabilité, rougeole, oreillon, rubéole. Que des parents refusent aujourd'hui que leur gamin soit vacciné, eh bien c'est une catastrophe. Parce que moi quand j'étais jeune, et j'ai les cheveux blancs aujourd'hui, mon professeur de maladies infectieuses me disait, c'était fin des années 70, début des années 80, il disait, on vient d'éradiquer la variole. C'est un grand progrès, grâce à la vaccination. En l'an 2000, il n'y aura plus de rougeole. Ben, en l'an 2000, on est mort de la rougeole. Parce qu'il y a des gens qui refusent de se faire vacciner. Donc c'est quand même un problème. Voilà. Parce que leur choix individuel, qui peut être compris, nuit à la collectivité. Et ça, c'est quand même un problème. Donc il y a nécessité d'un vrai débat politique sur ce que sont les médicaments et ce que sont les vaccins comme médicaments et l'intérêt de se faire vacciner parce que, fondamentalement, les progrès au niveau de la santé, c'est quoi? C'est de l'eau propre et les vaccins. Le reste, c'est pas grand-chose. Aujourd'hui, on a à peu près un peu plus d'1 million de morts sur la planète liés à ce virus. Chaque année, hein, depuis très longtemps, il y a 1 500 000 morts de la tuberculose sur la planète. Ça tue les pauvres, donc on s'en fout. D'accord? Là, ça tue les riches. Ah, ça tue tout le monde, mais ça tue beaucoup dans les pays riches. Ça tue pas en Afrique, le virus, parce que ça tue les vieux, comme il n'y a pas beaucoup de vieux en Afrique. Et puis, donc, il n'y a pas beaucoup de morts en Afrique. Donc, il faut qu'on mette au point un vaccin. Effectivement, il ne faut pas se précipiter. D'autant qu'aujourd'hui, finalement, il n'est pas aussi virulent que ça, ce virus. Si on reprend la rougeole, vous savez, le fameux R0, là, dont on nous rabat les oreilles, le R0 de ce virus, là, du coronavirus, c'est 3. Le R0 de la rougeole, vous savez combien c'est? 12. Alors, oui, quand il y a quelqu'un qui a la rougeole, ça contamine bien. Hein. Bien plus que ce virus. Donc, il faut qu'on ait le vaccin, mais il n'y a pas besoin de se précipiter. Voilà. D'ailleurs, le problème là, c'est que tout le monde, c'est la course à l'échalote, y compris avec des enjeux politiques, géopolitiques. Hein, Poutine qui dit, moi j'ai le vaccin, j'ai fait vacciner mes enfants, on va être les premiers à avoir le vaccin, etc. Enfin bref. Donc, quand il sera mis sur le marché, je pense que, au regard du risque que pourrait comporter le fait qu'il y ait des effets secondaires majeurs de ce vaccin, et que le rapport bénéfice-risque ne soit plus accepté par la population, je pense que d'une manière générale, même les financiers feront attention. Ce qui est très intéressant dans cette crise, enfin, en tout cas pour nous médecins et scientifiques, c'est que c'est la première fois, grâce aux réseaux sociaux, à la circulation de l'information, qu'on sait tout ce qui se passe dans le monde. Alors on peut dire, il y a rétention d'informations, les Chinois nous mentent, non. Ils mentent pendant 15 jours, puis après on sait. Voilà. Donc après, bien sûr, il n'y a pas eu 4000 morts en Chine, il y en a eu plus, mais même si, parce qu'ils ne les comptent pas comme nous, mais ils peuvent contester aussi la manière dont on les a comptés à certains moments donnés, ou certains pays, même s'il y a eu 40 000 ou 50 000 morts en Chine, par rapport à 1,4 milliard d'habitants, là, vous avez vu, là, ils font les fêtes à Wuhan. Ils font les fêtes. C'est-à-dire qu'en termes de santé publique, les mesures les plus efficaces sont les mesures coercitives, qui peuvent être très coercitives si la population les accepte. Refaisons de l'histoire. Pour les plus anciens, il y en a certains qui ont été atteints de la tuberculose quand ils étaient jeunes. Eh bien, jusqu'en 1954, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'on ait des antibiotiques contre la tuberculose, vous aviez obligation de soins. Si vous étiez détecté tuberculeux, c'était obligation d'aller au sanatorium. Et si vous n'alliez pas, les gendarmes ou les policiers venaient vous chercher à la maison. Et vous sortiez du sanatorium quand le médecin déclarait que vous n'étiez plus contagieux.
Autrement, vous n'avez pas le droit de sortir du sanatorium. C'était accepté à l'époque. Vous voyez? Parce que c'était la politique hygiéniste, il y avait une confiance dans la science, etc. Et on considérait qu'il fallait... On avait isolé les lépreux avant, et qu'il fallait isoler. Et puis bon, c'était pas la léproserie, quoi. Les sanatoriums, c'était à la montagne et tout. On essayait de faire que quand même, ça soit pas si mal que ça. Mais c'était quand même la prison sanitaire. Bon. Quand on a peu de moyens, quand on est dans un pays avec une densité de population comme la Chine, les mesures brutales qui ont été prises par le gouvernement chinois ont été acceptées par la population parce que la population avait peur, mais c'était ce qui était le plus efficace. Voilà. Quand ils ont eu la résurgence de quelques cas à Pékin, ils ont isolé les quartiers, et en 10 jours, ça a été fini. Ils ont testé tout le monde. Et l'isolement en Chine, c'est si vous avez le policier à la porte, quoi. Hein. Enfin, vous avez le contact tracing, c'est qu'on vous donne votre téléphone, et si vous bougez, on sait tout de suite que vous bougez, quoi. Donc vous restez chez vous, autrement, il y a le flic qui vient, et qui vous fait rentrer chez vous. Voilà. Alors, on peut considérer que c'est autoritaire. Si c'est accepté par la population, parce que globalement, les gens considèrent que le rapport bénéfice-risque de ces contraintes est positif, eh bien, ça fonctionne. Voilà. Nous, ça ne fonctionne pas chez nous, parce que le monde libéral est un monde individualiste, et qu'on a perdu sur le collectif. Et quand en plus on a des dirigeants aussi mauvais que les nôtres, parce que quand même, le gouvernement Macron, là, ils sont champions du monde de la défiance de la population. Champions du monde, hein, parce qu'ils ont fait tout et n'importe quoi. Parce que moi, je pensais réellement que Macron était plus intelligent que ça. Mais il n'est pas intelligent, Macron. Non, mais il n'est pas bon. Il est hyper autoritaire, il décide tout seul, parce qu'il décide tout seul. Il faut savoir que quand il a décidé le confinement, même ses ministres, 1 heure avant, n'étaient pas au courant. Ça s'est décidé à l'Élysée en petites cellules. Voilà, donc restreinte. C'est une catastrophe. C'est-à-dire que si on veut... Alors, je ne dis pas qu'il faut appliquer les mêmes méthodes qu'en Chine, mais si on veut obtenir, en termes de santé publique, l'adhésion de la population, il faut qu'il y ait un débat le plus large possible, avec le pour, le contre, et laisser s'exprimer tout le monde. Après, c'est aux politiques de trancher. Mais après, il faut qu'ils gèrent les choses en disant « Aujourd'hui, voilà ce que je sais. Je prends telle option. Mais demain, si je considère que ce n'était pas la bonne option, on va en changer. Et je mens pas. Et j'utilise pas un pseudo-conseil scientifique pour valider des mesures qui n'avaient aucune validité en termes de santé publique, qui étaient là uniquement pour cacher la pénurie de moyens. » Voilà, on peut penser ce qu'on veut de Raoult, sur sa personnalité, etc. Sauf que Raoult, si on prend juste son discours et qu'on élimine sa personnalité, au niveau de choses intéressantes qu'il a pu dire et de conneries, Delfrécy, président du conseil scientifique, il est au même niveau. Hein. Voilà. Donc, l'erreur de nos gouvernants, c'est de ne pas reconnaître qu'à un moment donné, on peut se tromper. C'est la difficulté à faire partager les décisions en donnant les arguments pour, les arguments contre, en disant qu'on ne sait pas, et que on va prendre cette mesure-là parce qu'on pense que le rapport bénéfice-risque, à l'instant T, est celui-là, mais peut-être qu'à l'instant T plus 1, ça aura changé. Voilà. Aujourd'hui, c'est incompréhensible de fermer les bars, vous voyez, et surtout les avoir fermés à Marseille, ou s'il y avait une ville où les risques étaient moindres, parce qu'il fait beau et que les gens ils sont en permanence dehors avec des terrasses et dans les locaux ventilés, c'est incompréhensible. Voilà. Et aujourd'hui, pourquoi laisser ouverts les restaurants et fermer les bars? Qu'on évite les rassemblements tardifs des jeunes dans les bars, les uns sur les autres. Oui, mais le bar classique dans la journée, aucun problème. Pourquoi fermer un restaurant à minuit? C'est débile. C'est au moment où il y a le moins de monde. Donc si le restaurateur veut travailler au-delà de minuit, il travaille au-delà de minuit. C'est complètement délirant en termes de santé publique. Donc forcément, il y a des contestations. Et donc, pour vous dire que le gouvernement est très mauvais, la Belgique, qui a du mal à composer des gouvernements, et qui est un pays beaucoup plus touché que la France, parce qu'ils ont une densité de population beaucoup plus importante. Eh bien, la première ministre belge, qui était la ministre intérimaire, maintenant elle est ministre de je ne sais pas quoi, mais bon bref, qui s'était fait un peu chahuter par les personnels de santé et par sa population. Au moment où nous on prenait des mesures restrictives à Marseille, le même jour, elle dit à sa population,
Il vaut mieux qu'on ait des mesures peu contraignantes, mais que tout le monde suit, parce que ce sera plus efficace que d'imposer des mesures contraignantes qui seront contestées et auxquelles une partie de la population ne va pas adhérer. Parce que avoir raison contre tous, en théorie, mais sans l'application pratique, c'est nul à chier. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que où sont les foyers de contamination? Les foyers de contamination. Moi, je préfère parler le français de France. Hein, eh bien, c'est chez les jeunes, dans les rassemblements, etc., les universités. Sauf que le problème des jeunes, c'est comment expliquer aux jeunes qui ne peuvent pas vivre ensemble, alors que la mortalité chez eux a diminué depuis le début de l'année. Moins d'accidents de la route, moins de toxicomanie, etc. La mortalité a diminué chez moins de 25 ans. Donc la question, c'est qui se contamine entre eux, ce n'est pas un problème. C'est qui contamine les autres, c'est un problème. Voilà. Et aujourd'hui, à l'école maternelle, à l'école élémentaire, les gamins, ils ont plus de chances de mourir d'une méningite que du coronavirus. S'ils ne sont pas vaccinés de la méningite, parce que maintenant on a quand même le vaccin. Voilà. Donc, concrètement, il faut des mesures adaptées. C'est les jeunes, c'est les milieux professionnels. L'essentiel des foyers sont en milieu professionnel. Okay, et en particulier dans les milieux professionnels de la santé et de l'action sociale, mais aussi dans les entreprises classiques de production. Et les personnes fragiles, les EHPAD. Et donc dans les EHPAD, le problème, c'est par qui sont contaminés, par qui ont été contaminés les personnes, les résidents en EHPAD. Par le personnel qui n'avait pas de moyens de protection et qui ne voulait pas s'arrêter, parce que si une personne s'arrête, il n'y a plus personne. Ils sont déjà en sous-effectif. Quand on a dépisté massivement et trop tardivement, systématiquement les EHPAD en Ile-de-France, je me rappelle, on appelait les gens, les salariés, pour leur dire qu'ils étaient positifs. Ils venaient au téléphone, on les entendait tousser. Ils continuaient à travailler. Et on leur disait, mais pourquoi vous êtes venus au travail? Mais si je ne viens pas, il n'y a plus personne. Voilà. Donc, trop de bonne volonté, parce qu'il n'y avait aucune stratégie globale. Donc, la question aujourd'hui, c'est, pour ces personnes-là, il faut utiliser les tests rapides 2 fois par semaine. Voilà. C'est cette population-là, la population tout venante à tester, on s'en fout. Ça, voilà. Si vous en avez besoin parce que vous êtes inquiet, vous allez voir votre famille, etc., une réunion de famille, oui, vous faites tester. Mais là, tous ces tests qu'on fait à 1 million par semaine, c'est foutre de l'argent en l'air et ça, c'est contre-productif parce qu'il faut cibler. On sait maintenant qu'il faut cibler. Ce virus, il est relativement peu contagieux, il n'a pas muté et on a une mortalité qui est relativement faible. Mais sauf qu'une mortalité faible sur le temps, ça fait quand même une mortalité importante. Donc il va falloir lutter contre ce virus qui risque de rester en circulation, vaccin ou pas vaccin, parce qu'on ne sait pas quelle sera la qualité du vaccin. Vous voyez, c'est la même efficacité que la grippe, 60-70%. Donc peut-être qu'on va l'avoir pendant 2-3 ans qui va circuler. Donc, comment on limite le nombre de malades et donc le nombre de morts? En ayant une politique adaptée, ciblée, parce qu'on ne va pas s'arrêter de vivre. On ne va pas porter le masque en permanence surtout, c'est les conséquences. Je vous ai dit, la santé, c'est le physique, le psychologique et le social. Et donc, arrêter toute vie sociale, être reclus à la maison, c'est catastrophique en termes sanitaires. Catastrophique. Donc, il faut limiter au maximum ces mesures, au-delà de la problématique de la coercition et de la manière dont c'est instrumentalisé par nos gouvernants. Mais c'est catastrophique pour la population, en termes sanitaires. Contaminant un petit peu avant d'avoir les signes, et jusqu'à la disparition, jusqu'à 48 heures après la disparition des signes. Mais si simplement on est positif sans symptômes, on compte 7 jours. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on se rend compte que 60% des gens qui sont détectés positifs n'ont pas de symptômes. Donc ça veut dire que le test est trop précis, le test PCR. Les gens qui n'ont pas de symptômes, a priori, ne sont pas tellement contaminants. Ils sont contaminants, mais un petit peu. Mais ceux qui sont contaminants, c'est ceux qui toussent. Alors ça ne veut pas dire des symptômes gravissimes, mais simplement on est enrhumé, on tousse un petit peu, là on est contaminant. Si on est positif sans aucun signe, on est sûrement peu contaminant. Voilà. Donc, mais pour l'instant, ça,
ce sont que des résultats partiels de 6 mois d'expérience de la maladie, à peine 6 mois. Enfin, voilà. Donc, mais qui ont l'air d'être validés par les faits. Parce qu'aujourd'hui, oui, on a plus de patients en réanimation, mais le nombre de morts reste faible. Faible quotidiennement. Faible. Donc ça, c'est plutôt rassurant. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire qu'il faut tout de suite, on arrête tout, on enlève le masque, etc. Mais moi, personnellement, porter le masque dans la rue, l'intérêt, hormis le fait de le porter, de le mettre quand vous êtes dans une queue, que vous rentrez dans une boutique, que vous êtes à 10 sur 10 mètres carrés, oui. Mais dans un local comme celui-là, qui est assez grand, on est nombreux. On n'a pas ouvert les fenêtres, on n'a pas ouvert les portes. Si on ouvre les portes et qu'on fait un courant d'air, la charge virale en suspension est diminuée par 4. Ouvrez les portes, vite. Donc, voilà. Donc c'est tout ça. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir eu toutes ces polémiques sur le port du masque, on a été un certain nombre à dire il faut imposer une seule règle, simple pour tout le monde, pour toute la France, c'est-à-dire dès que vous êtes dans un lieu, vous êtes à proximité d'autres personnes, vous ne pouvez pas respecter le 1 mètre, 1 mètre 50, vous portez le masque. Quand vous êtes dans un lieu où vous êtes suffisamment à distance, le port du masque a très peu d'intérêt. Dès que vous êtes symptomatique, vous vous faites tester et vous rencontrez plus personne, tant que vous n'avez pas le résultat. Vous voyez, c'est des messages simples. Voilà. Là, pourquoi il y a eu toutes ces polémiques? C'est pour pas qu'il y ait le débat sur le fond. Tant qu'on vous amuse avec les masques, la fermeture des bars, etc., on ne discute pas du fond. Qui est que notre système de santé a été tellement mis à l'os qu'aujourd'hui, il n'est pas capable de prendre en charge quelques centaines de malades supplémentaires. Voilà, point à la ligne. Hormis quelques représentants politiques qui ont essayé d'avoir un langage un petit peu différent, tout le monde a adhéré au discours présenté par le gouvernement. Or, il aurait fallu qu'il y ait une vraie opposition politique sur ces questions-là, pour qu'il y ait un débat. Oui. Et cette opposition politique n'a pas existé. N'a pas existé parce qu'ils ont tous les pouvoirs. Hein. Ils ont le pouvoir politique, ils contrôlent les médias. Et on a une atomisation de l'opposition aujourd'hui en France qui fait que voilà, les gens sont inaudibles. Hein. Et donc ça pose problème parce que c'est vraiment une question fondamentale que chacun puisse analyser le bénéfice-risque des mesures qui sont prises, qu'il doit prendre, et qu'on remette du collectif, la solidarité, et que ça ne soit pas, effectivement, du chacun pour soi dans son coin. Et le gouvernement joue beaucoup là-dessus. Isoler les gens chez eux, confinés, on ne se parle plus, il n'y a pas de débat, et puis on fait peur, donc les gens s'angoissent, et on est dans une période aussi où on a survalorisé le principe de précaution.